Je vous retrouve dans la suite du programme du soir sur New World pour le plateau. De l'invité, nous en parlons sur le thème Israël-Hamas. Les initiatives diplomatiques se multiplient et c'est avec notre confrère Innocent Pato, journaliste et analyste politique. Bonsoir Innocent et bienvenue. Bonsoir cher Guillaume. Alors, 10 jours après la guerre déclarée par le Hamas le 7 octobre dernier à Israël, à travers des tirs, la tension va toujours vivre au Moyen-Orient alors que des tirs ont fait plus d'1 millier de morts de part et d'autre. On parle d'au moins 1400 en Israël, plus de 2600 en Palestine et plus d'1 million de déplacés. Israël avait donné jusqu'à vendredi midi aux Palestiniens pour évacuer le nord de la bande de Gaza sous la menace d'une opération terrestre. Et même si jusqu'ici l'opération n'est pas encore lancée, sa menace plane sur le monde et le monde entier est en alerte. Plusieurs pays tentent des initiatives pour obtenir un cessez-le-feu ou du moins un couloir humanitaire afin de venir en aide aux civils. Alors, vous, Innocent Pato, quel regard portez-vous sur la situation entre Israël et le Hamas ? Merci cher ami journaliste. Je dois dire que nous n'en serions pas là aujourd'hui à parler de l'Israël et de la Palestine si les choses étaient allées dans le bon chemin. Malheureusement, ce qui s'est passé le samedi 7 octobre est à déplorer. Un beau matin, des terroristes qui débarquent et qui font du carnage. Le monde, c'était la stupeur. Et on ne comprenait pas grand-chose de ce qui se passait, mais très rapidement, on a vu des vidéos circuler et qui portaient la signature du Hamas. Et donc, voilà un peu ce qui nous amène à cette situation aujourd'hui. Et comme je le disais, nous aurions pu en finir avec si les Nations Unies avaient joué proprement leur rôle, si les médiateurs avaient mis la main à la pâte comme il se devait, sans passion, sans parti pris, nous en aurions fini avec ce problème. Mais malheureusement, il y avait une très très belle résolution, la résolution 242, adoptée en 1967, après la guerre de 6 jours. Et à partir de cette résolution, on souhaitait la présence, l'existence de 2 États, l'État palestinien et l'État israélien, avec pour côté palestinien, Gaza et Cisjordanie, et une portion pour l'Israël. Mais par la suite, on n'a pas respecté les choses. Et même, je crois que 20 ans après la guerre de Yom Kippour en 1973, en 1993, nous étions à un doigt de la résolution de ce conflit. Vous avez pu voir par le passé les images avec Isaac Rabin et Yasser Arafat et le président Bill Clinton qui se serraient les mains, et ça devait être l'amorce pour la résolution définitive de ce conflit. Mais malheureusement, il n'y avait pas de sincérité de part et d'autre. Parce que côté palestinien, il y avait des gens qui pensaient qu'eux, ils ne peuvent pas du tout vivre avec les Israéliens. Et réciproquement, du côté israélien, il y a des gens qui pensent qu'eux, ils ne peuvent pas du tout vivre avec les Palestiniens. Et donc voilà ce qui amène aujourd'hui à cette situation qui est très très déplorable. Et j'ai déploré les actes au niveau de l'Israël, mais juste après, la réaction israélienne, elle donne à réfléchir. Ça fait peur dans le dos, parce que c'est vrai, juste après les actes de terroristes sur le sol israélien, Israël se devait de réagir. C'est ce qu'on appelle la légitime défense. Mais maintenant, parallèlement à la légitime défense, on a assisté à ce que je peux appeler aujourd'hui le droit à la vengeance. Ce droit à la vengeance, c'est quoi? C'est des appels lancés par le président Macron de la France, le président américain, demandant aux Israéliens, sinon incitant les Israéliens à réagir proprement comme il se devait pour anéantir la Palestine. Et donc, ce qui se joue actuellement, ce n'est plus un conflit, une guerre, mais on veut exterminer les Palestiniens purement et simplement. Et que dites-vous de cela? Qu'est-ce qu'on doit dire? On ne peut que déplorer cela. Et là, je parle à un homme sans défense qui parle pour ceux qui sont sans défense. Et le peuple israélien, le peuple palestinien, les civils partout, particulièrement. Des deux côtés. Et ils sont sans défense, ils sont dans des situations qu'ils ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? C'est qu'au niveau de l'Israël, le pays est actuellement dirigé par les ultranationalistes. Et donc, c'est ce qui fait que, à quelques jours de cette attaque, le directeur de la sécurité égyptien avait donné un coup de fil au Premier ministre Netanyahou, l'avertissant qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et bon, pourquoi ils n'ont pas réagi? Pourquoi Israël n'a pas réagi? Quelque part, on est tenté de croire que Israël avait besoin de cette action-là pour passer à l'acte proprement souhaité, qui est l'extermination du peuple palestinien. Et c'est vraiment à déplorer.
Malheureusement, on a les puissances qui regardent les bras croisés et qui orientent la chose d'un seul côté israélien. On déplore ce qui se passe en Israël, comme si les morts en Israël étaient différents des morts palestiniens. Mais il faut aussi voir pourquoi on est arrivé à cette situation. La situation ne date pas d'aujourd'hui, depuis les années 48, ça existait. Et donc, l'Israël qui avait besoin de territoire, on a trouvé formule, venez en Palestine, vous installez, et subitement, ils viennent s'installer, et graduellement, ils prennent tout le territoire, créent des colons et des colonies, et bon, c'est comme ça, ils coincent les Palestiniens sur une petite portion, et ces Palestiniens n'ont pas le droit à quoi que ce soit. Je vais vous lire quelques passages. Et des autorités israéliennes qui vont faire froid dans le dos. J'ai les propos du ministre Ezel Smotrich, qui est l'actuel ministre de la Défense. Il dit, les promoteurs immobiliers ne devaient pas vendre de maisons aux Arabes. S'opposer au mariage entre juifs et musulmans n'est pas du racisme. Toujours du même ministre. Nous voulons le portefeuille de la justice pour rétablir la justice de la Torah. Ce que les islamistes font. Et ils se déclarent ouvertement homophobes. L'autre, c'est Itamar Ben-Gvir, qui est l'actuel ministre de la Sécurité. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il expose dans son salon un terroriste qui a eu le plaisir de tuer 29 Palestiniens qui étaient en pleine prière. Son salon est un domaine privé. Mais quand il sort, il le dit publiquement que j'ai ça dans mon salon. C'est-à-dire que le terroriste est pour lui un trophée. Face à ces situations, que pensez-vous que les Palestiniens puissent faire? Nous sommes des êtres humains. Ils sont brimés, on leur a pris leur territoire, mais non seulement ça, on leur empêche tout droit de quoi que ce soit. L'autre, c'est le même Itamar Ben-Gvir qui dit « Mon droit, celui de mon épouse et de mes enfants, de circuler sur les routes de Cisjordanie est plus important que la libre circulation des Arabes. » C'est la réalité, c'est la vérité. Désolé, mais mon droit à la vie passe avant leur droit, avant le droit des Palestiniens. Donc vous comprenez que dans ce décor, les Palestiniens ne peuvent que ne pas réagir. Et donc, c'est déplorable ce qui a été fait, mais on est parfois obligé de les comprendre, parce qu'on se dit, mais écoutez, si nous étions à leur place, vous voyez un peu. En tout cas, c'est la grande interrogation. C'est la grande interrogation. Et ce qui suscite des actions diplomatiques pour trouver une issue à cette crise. Oui. Plusieurs actions aujourd'hui sont menées. Nous allons commencer par les actions menées par les États-Unis. Les États-Unis, avec une première visite menée par le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui s'était rendu en Israël ce lundi. On parle d'une prochaine arrivée du président Joe Biden ce mercredi. Oui. Les États-Unis sont-elles en bonne position pour gérer ou bien pour mener une négociation pour aboutir à une résolution de ce conflit entre le Hamas et Israël aujourd'hui, selon vous? S'ils étaient dans une position de neutre, mais malheureusement, avant que Blinken n'arrive en Israël, qu'est-ce qu'on a vu? C'est le porte-avions qu'on a envoyé en premier. Pas pour servir de tampon entre les deux entités, mais pour aider Israël et menacer l'Iran. Lequel Iran? En fait, très sérieusement, n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé, parce que l'Iran a été les autorités iraniennes ont été surprises. Elles n'étaient pas au courant. Bon, maintenant, qu'est-ce qui fait que Israël, les ultranationalistes israéliens, avancent le nom de l'Iran? C'est aussi une autre question qui rejoint la précédente que je me posais de savoir, est-ce que quelque part, les ultranationalistes n'avaient pas besoin de cette situation pour se requinquer un peu? Parce que, quoi qu'on dise, les ultranationalistes étaient au creux de la vague. Ça ne marchait plus avec la politique de Netanyahou. Et en janvier, vous avez vu la manifestation monstre. Ouais. Et donc, avec ça, il a réussi à refaire son semblant de gouvernement de coalition, mais coalition pour exterminer les Palestiniens. Donc maintenant, les Américains qui viennent dans cette posture, pensez-vous qu'ils peuvent vraiment mener une négociation pour rétablir la paix, ou bien ils vont demander aux autres là, écoutez, croisez les bras, c'est fait, laissez Israël marcher sur vous complètement. Et là, c'est là où moi, personnellement, je me pose, enfin, il y a lieu de se poser la question de savoir à quoi jouent réellement les États-Unis. La même question est valable pour les Nations Unies elles-mêmes. À l'heure actuelle, avec le nombre de victimes et de décès,
On devait tout arrêter au niveau des Nations Unies. Hier, je lisais sur les réseaux sociaux une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Non, en dehors de la réunion du Conseil de sécurité, il y a la réunion pour l'OMC ou quelque chose comme ça, oui. Dans le cadre des Nations Unies. Mais écoutez, c'est très sérieux ce qui se passe en Palestine. Très sérieux. Il y a lieu d'arrêter tout et de mettre les bouchées d'eau pour qu'on puisse trouver une solution. Je prends le président français Macron, que je suis tenté d'appeler un président par défaut, parce que je ne vois pas de la substance dans ses propos. Il y a des têtes en France. Pourquoi ils ont laissé ce monsieur venir à la tête de la France? Et le lendemain... Et c'est le choix des Français, on n'a pas à le critiquer. C'est pourquoi je dis par défaut. Et vous avez vu au lendemain de son intervention par rapport à la situation en Israël, qu'est-ce qui s'est passé en France? Pourquoi il cherche le danger pour les Français? Mais non. Et ce monsieur, il viendra aussi en médiateur? Non, il faut... Donc vous estimez que les États-Unis et la France ne sont pas en bonne position pour mener cette négociation? Non, pour être en bonne position, il y a des attitudes. Bon, maintenant, quand vous affichez un penchant pour un camp, et là, on se pose la question de savoir à quoi vous jouez, ou bien pourquoi vous venez. Et croyez-moi, l'autre camp ne vous prendra pas du tout au sérieux. Alors face à cette situation qui semble prendre au-delà de la teinte peut-être du droit international ou d'une teinte politique, qui semble prendre des dimensions religieuses, y a-t-il aujourd'hui un État qui puisse faire consensus pour mener des négociations pour obtenir ne serait-ce qu'une trêve? Oui, dimension religieuse, mais laissons tous ces qualificatifs-là. Qu'est-ce qui se joue? C'est la vie humaine, c'est l'espèce humaine qui est en danger. Il faudrait que la conscience humaine refasse surface. La conscience humaine est émoustillée. 1000 morts, 1400 côté israélien, 2000 et quelques. C'est ce qu'on nous dit, hein, ça va aller au-delà, côté palestinien. Et c'est maintenant qu'on se balade entre deux avions, on tient des propos incendiaires, comme si ce qui se passe ne suffisait pas pour rallumer davantage le feu. Mais attendez, qu'est-ce que nous sommes devenus? Dans le cas actuel, pensez-vous que nous sommes mieux que les animaux? Les propos que je viens de vous citer, en ce temps-là, contiennent ces propos en Israël. Un pays où les gens se précipitent pour aller. Parce que là, on dit que le bon Dieu est là-bas. Et c'est là qu'on tient pareil propos, mon ami. On n'a pas besoin d'être dans une religion ou de quoi que ce soit pour savoir que vraiment, il y a péril à la demeure. L'humanité est foutue complètement. Le Conseil de sécurité, il est où? Antonio Guterres, ils sont où ces gens-là? Je ne les vois pas, je ne les sens pas. Je ne les sens pas. Ça continue par mourir. Et maintenant, avec le blocus, vous avez écouté les propos tenus par le ministre de la Défense? Couper l'eau, couper le gaz, couper l'électricité. C'est des animaux. Non. Alors, on nous a appris que chez eux, si tu as affaire avec un animal, tu es à condamner. Donc, veut dire qu'à ce stade, même les animaux dépassent les Palestiniens. C'est horrible ce qui se joue. Alors, l'Union européenne, parmi toutes les tentatives qui se mènent, il y a celle aussi de l'Union européenne qui tente aujourd'hui d'obtenir la création d'un couloir humanitaire aérien pour pouvoir venir en aide, puisque vous dites plaider le sort des civils. L'Union européenne veut aujourd'hui venir en aide aux civils parce que l'alerte lancée par l'Organisation mondiale de la santé, c'est qu'il y a une catastrophe, une vraie catastrophe qui pourrait arriver en 24 heures si rien n'est fait. L'Union européenne veut créer un couloir humanitaire via l'Égypte. Selon vous, est-ce faisable, est-ce possible au regard de la situation actuelle sur le terrain? Oui, ça dépend du degré de manœuvre dont dispose l'Égypte. Mais entre-temps, j'ai cru entendre que l'Israël souhaite que tout le pont aérien transite par Israël. Et donc, tout arrive en Israël et c'est l'Israël qui se charge maintenant de faire les répartitions selon son bon vouloir. Selon que les autres ont cessé d'envoyer des roquettes, ils peuvent envoyer ou ils peuvent fermer, ils peuvent garder ça chez eux. Et donc maintenant, la marge de manœuvre au niveau de l'Égypte, je ne maîtrise pas trop quelle est la force de l'Égypte en ce temps, mais l'objectif réel, c'est quoi? L'objectif réel en faisant le blocus, c'est quoi? C'est que ou vous fuyez, vous quittez, ou vous ne quittez pas, on vous tue, et tous exterminés, on prend tout le territoire. Et là, on aura atteint l'objectif des ultranationalistes et sous le regard impuissant de la communauté internationale.
Chose malheureuse qu'on ne souhaite pas du tout pour le moment. Et pourtant, c'est ce qu'on ni vit. pour Israël, ni pour la Palestine. Et l'Égypte, toujours parlant de l'Égypte, qui affiche depuis quelque temps une certaine neutralité en raison de sa proximité avec Israël et avec la Palestine, s'offre aussi en tant que médiateur dans cette crise et propose une conférence internationale sur la question palestinienne. Certains pays ont déjà annoncé avoir reçu leur invitation. Pensez-vous que l'Égypte dispose des coudées franches aujourd'hui pour pouvoir mener ces négociations? L'Égypte a un très grand rôle à jouer de par sa proximité avec la zone de conflit, par rapport à l'histoire et par rapport à la religion. Si on peut faire intervenir maintenant la religion. Et je crois que l'Égypte a un très grand rôle à jouer. Et surtout qu'entre-temps, l'Égypte a essayé un rapprochement avec Israël. Donc je crois que c'est le moment de se regarder en face et de situer clairement les responsabilités. Aujourd'hui, ce qui se joue, ce n'est pas seulement les Palestiniens. Mais après les Palestiniens, on ne sait pas ce qui va se passer. Parce que, attends, l'appétit vient en mangeant. Si on finit avec les Palestiniens, il y a, de belles terres. Voilà, il y a de belles terres ailleurs. On peut rapidement sauter là-dessus, puisqu'on maîtrise le monde entier. Personne ne peut leur tenir tête. Alors non, allez, allons-y. Et ça, croyez-moi, ça ne plaît qu'aux ultranationalistes. Il y a une bonne partie d'Israéliens qui sont surpris de ce qui se joue, le drame qui se joue. La preuve, il n'y a pas que les Palestiniens qui meurent, il y a les Israéliens. Un mort est un mort et la personne ne revient plus en vie. Et c'est ce qu'il faut déplorer. Il faut faire tout très rapidement pour que la situation s'arrête et qu'on commence pas à discuter. Parce que, attends, quand on fait le ratio en termes d'effectifs, on a tué 1400. C'est déplorable, je déplore très sincèrement, mais on tue déjà près de 3000. Est-ce que ça ne suffit pas? À quel score, à quel chiffre voulons-nous atteindre avant que notre conscience humaine ne soit émoustillée? Plusieurs pays se basent aujourd'hui sur l'Égypte, je veux parler de la France et d'autres pays également qui comptent s'appuyer sur l'Égypte pour pouvoir arriver à atteindre les objectifs. Quel est l'élément clé dont dispose l'Égypte aujourd'hui pour que tout le monde court vers l'Égypte pour trouver la solution? Non, je crois que c'est le rapprochement de l'Égypte avec l'Israël. Ça doit jouer beaucoup. Mais parallèlement aussi, avec les militaires au pouvoir en Égypte, on se pose la question parce que l'Égypte était dans un processus et subitement, on a arrangé les choses et un militaire se retrouve au pouvoir. Tout le monde a applaudi. Bon, est-ce que ce n'est pas une situation qu'on a arrangée pour qu'en cas de question, on puisse avoir des facilités de discussion? J'ai pas fouillé à fond pour voir comment est-ce qu'ils ont fait préparer cette mayonnaise, mais c'est aussi des pistes à regarder de près. Mais je crois que l'Égypte, c'est une puissance dans la région, au niveau de l'Afrique du Nord, et elle peut jouer vraiment un grand rôle parce que par le passé, dans les années 67, c'était un bloc commun. C'est après, face à la puissance de frappe, pas seulement de l'Israël, puisque à chaque fois derrière l'Israël, il y avait les États-Unis, il y avait d'autres puissances. Donc face à la puissance de frappe israélienne, ils ont dû rebrousser chemin, ils ont dû revoir leur pas. Et je crois que maintenant la donne a changé et ils peuvent discuter très sincèrement. Maintenant, le problème, c'est que est-ce qu'il y a réellement une prise de conscience? Si oui, et comment évoluer avec des radicaux de part et d'autre, c'est là aussi une autre question très très délicate qu'il va falloir aborder. Au-delà des États-Unis, de la France, de l'Égypte, un autre pays dans les environs, c'est la Turquie, qui tente aujourd'hui de mener des négociations pour obtenir la libération des otages israéliens détenus par le Hamas. Qu'est-il possible d'obtenir avec une médiation turque? Oui, et c'est une belle question, mais j'aurais souhaité avant cette question de savoir comment est-ce que le Hamas a été financé. Est-ce que ça vous intéresserait? Je crois que il y a de le savoir, parce qu'en fait, quelque part, le Hamas a été financé par Israël et les Américains par le truchement du Qatar. Et pourquoi? Dès le départ, Israël a pensé jouer au plus malin. Il a divisé l'OLP, qui est l'autorité, voilà, et le Hamas. Mais en évoluant, le Hamas s'est radicalisé. Le Hamas s'est radicalisé. Bon, aujourd'hui, quand on voit un peu les choses, on va frapper, on dit, on veut éliminer le Hamas. On veut éliminer que les combattants du Hamas. C'est pas le Hamas.
les dirigeants du Hamas sont au Qatar. Ils sont au Qatar, connus de tout le monde. Et maintenant, vous éliminez les combattants, vous ne faites rien. Parce que actuellement, ce qui se joue dans ce milieu est très très grave. C'est très grave. Le choc émotionnel, vous ne pouvez pas le mesurer. Les femmes qui sont enceintes, qui subissent les frappes, les enfants dans le ventre de leur mère, qui entendent les bourdonnements, vous pensez que ces enfants-là, demain, ils seront quoi? Non, ils ne voudront pas devenir des ministres, ils ne voudront pas devenir des policiers, ils voudront devenir des terroristes pour réagir par rapport à ces bruits-là qu'ils entendaient. Et c'est là où il y a urgence, il y a lieu de comprendre que non, on ne pourra pas éradiquer carrément la Palestine, on ne pourra pas du tout, mais il y a urgence qu'on revienne à la décision de 1967 qui proposait 2 États pour les 2 entités et que les ultranationalistes qu'on trouve une formule pour les mettre en prison, de part et d'autre. Parce que tout ce qui se joue, on ne leur dit rien, et d'autres qui sont même des héros dans les salons des ministres qui le disent comme ça leur plaît. Mais imaginez un seul instant aujourd'hui que je débarque en Allemagne, ministre togolais. Peut-être que ça va venir, je ne sais pas, le ministre togolais, et que je dise que j'ai dans mon salon la photo d'Adolf Hitler. Vous imaginez un peu ce que ça peut faire? Mais le monsieur, lui, il dit, ministre israélien, qu'il a la photo de Baruch Goldstein, qui a tué 29 Palestiniens, qui étaient en train de prier le bon Dieu. Vous voyez comment notre monde est? Alors, bon, maintenant, à revenir à la question sur la Turquie, je crois que oui, la Turquie aussi est un élément clé dans cette situation. Il y a le facteur religion, il y a aussi son ascension au point de vue politico-économique, et il est un élément à prendre au sérieux dans cette situation. Donc, je crois que tous ceux qui peuvent jouer, à savoir la Turquie, l'Égypte, l'Iran, pourquoi pas, même le Qatar, il faudrait que très rapidement ces gens-là se retrouvent ensemble pour qu'ils aient un cahier de charge, c'est-à-dire une feuille de route. Avant d'arriver aux négociations, voilà ce que nous avons arrêté de commun et on pose ça devant les autres. Bon, maintenant, aux négociations, s'il y en a qui sont là sur des termes, il faut condamner le Hamas, le mouvement terroriste, non, ce n'est pas ce qu'il nous faut maintenant. Et d'ailleurs, c'est ça qui devait amener peut-être à cette question que tu auras même, je crois que tu devais me poser par rapport au Conseil de sécurité. Par rapport au Conseil de sécurité, on y va directement. Le Conseil de sécurité de l'ONU a rejeté hier lundi une résolution proposée par la Russie, supposant que la résolution russe ne condamnait pas clairement le Hamas en tant qu'organisation terroriste qui aurait mené ces frappes. Pourquoi est-on aujourd'hui incapable de trouver un consensus pour arriver à régler la crise, que plutôt s'étaler sur des questions de qui doit-on qualifier de tel, et qui fait que la résolution a été rejetée? Une autre résolution proposée par le Brésil sera étudiée ce mardi. A-t-elle des chances d'aboutir? Pourquoi la résolution russe est rejetée selon vous et la résolution brésilienne a-t-elle des chances d'aboutir? Merci. Une très très belle question. Pourquoi la résolution russe a échoué? Elle devait échouer. Pourquoi? Parce que la communauté internationale, il n'y a que des comédiens là-bas. Parce qu'elle est proposée par la Russie. Alors, ce n'est pas eux devant. Donc, vous voyez, il y a la France qui a rejeté. La France, les États-Unis, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, et plus quel pays encore? Et le Japon. Oui. Les 4 ont rejeté la résolution. Et le Japon, probablement, a dû suivre la France ou quelqu'un. Le Japon n'avait pas grand-chose à cirer dans cette affaire. Mais comme ils sont de bons comédiens, ils se disent que, venant de la Russie, mais qu'est-ce que la Russie proposait? Qu'il y ait une trêve. Effectivement, il faut une trêve parce que les signaux sont rouges. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus d'électricité. Et hier, aux informations d'hier, on donnait encore 24 heures pour gérer la situation. Mais qu'est-ce qu'il faut en 24 heures? C'est une trêve. Et avec la trêve, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut sauver. J'ai été ahuri par les images de ce médecin qui soignait les gens et à qui on vient annoncer la mort de sa mère, de sa femme, par les frappes israéliennes. Et en sanglots, ce médecin est tombé en sanglots. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Et des images comme ça, il y en a plein. Parce que les médias français, ils font la politique de Macron. Et donc, ils ne nous montrent pas tout. C'est horrible ce qui se joue là-bas, ce qui se passe là-bas. Et donc, la communauté internationale devait laisser ces histoires de terminologie, de qui est quoi. Écoutez, qu'ils soient terroristes ou pas, ils ont tué.
Ils ont tué. Maintenant, ceux qui frappent, ceux qui tuent, eux, ils sont quoi? Ils sont des anges? Non, Est-ce les anges la ne seule tuent pas, raison hein. qui a fait que la résolution russe a été rejetée? Non, apparemment, c'est ça. Il fallait vraiment spécifier que le Hamas est un mouvement terroriste. Et voilà. Bon, maintenant, je me dis qu'il y a des dessous. Parce que s'il n'en tient qu'à ça, non, je dis que les gars, ils ne sont pas sérieux par rapport aux victimes qui sont en train de mourir. Par rapport aux victimes sur le terrain, je me dis que, mais écoutez, il y a urgence. Arrêtons. Et une résolution proposée par le Brésil qui dirige actuellement le Conseil de sécurité de l'ONU, elle sera soumise à l'analyse des membres du Conseil de sécurité de l'ONU ce mardi. A-t-elle autre des chances d'aboutir? Ça démontre encore à suffisance le degré de comédie au niveau des instances internationales et particulièrement au niveau des Nations Unies. Vous voyez le Brésil, qui est en partenariat avec la Russie. Dans le contexte du BRICS, est-ce que vous comprenez, vous convenez qu'on puisse avoir deux résolutions venant de ce même bloc? Non, soyons sérieux. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Mais non. Mais ils ont réussi à les diviser. Ils ont réussi à les diviser. Au Brésil, au lieu de suivre la Russie, écoute, fais ceci, après on verra ce qu'on peut te faire. Et quand on fait des choses de cette façon, je crois que c'est délicat. Et à un moment donné, je suis même tenté de dire, mais écoutez, mais à quoi sert finalement le Conseil de sécurité? À quoi servent les Nations Unies? Non. Et justement, quel sera l'avenir des Nations Unies si cette autre crise aussi n'a pas pu être réglée à temps? Mais malheureusement, moi, je n'ai pas le pouvoir. Si j'avais un pouvoir, je mettais fin aux activités des Nations Unies. Parce que, écoutez, tout récemment, il y a eu l'Assemblée générale. Vous avez suivi de beaux discours, des envolées lyriques. Mais combien de discours se sont concentrés sur la situation en Palestine, la situation en Israël? C'est comme s'il n'y avait rien. Nous étions devenus amnésiques. On a oublié qu'il y avait une situation comme ça. Mais si nous avions la capacité d'anticiper, nous avions posé ce problème déjà, on devait se dire, mais attention, il y a quelque chose qui est en train de mijoter. Le problème, là, il n'est pas réglé. Et donc, vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, ça vous dit que très sérieusement, au niveau des Nations Unies, il est temps. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir un autre mécanisme ou bien une autre structure pour prendre le relais des Nations Unies qui, actuellement, franchement, est vieille avant l'âge, parce qu'il y a des gens jusqu'à 90 ans, ils tiennent, mais je crois que les Nations Unies, apparemment, ils ne tiennent pas. Innocent Pato, nous arrivons à la fin de ce numéro de l'invité. Quel dernier mot avez-vous sur la situation entre Israël et le Hamas? Non, le dernier mot, c'est pour les condamner à mort. Bon, disons, si vous voulez que je dise dans le cadre de ce numéro de l'invité. Vous voulez que je dise quelque chose pour clôturer? Je ne sens pas suffisamment Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Avant Blinken, j'aurais préféré la présence de Guterres là-bas et faire la diplomatie de coulisses rapidement pour qu'on puisse, ne serait-ce, avoir une trêve. Parce que d'ici le week-end, si on n'a pas une trêve, mais le nombre de gens qui meurent, là, on ne met pas sur le compte des frappes, mais c'est des victimes. C'est dû à la situation, au blocus imposé par l'Israël. Et donc tout ça là, et en tant qu'être humain, nous voyons tout ça, et ça ne nous dit pas grand-chose. Mais écoutez, arrêtons. Je déplore également le silence de l'Union africaine. Je m'attendais à une question dans ce sens. L'Union africaine ne dit pas mot. Certains vont appuyer l'Israël. Il n'y a que très peu pour dire réellement ce qui se passe. Mais je me dis, mais écoutez, aux Nations Unies, vous dites vous êtes fatigués. Oui, vous êtes fatigués de vous aligner. Mais vous voilà encore plus alignés qu'avant. Mais donc, vous nous trompez. Vous vous trompez vous-même. Merci. Merci en tout cas à vous, Innocent Pato, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre question. Merci également à vous de nous avoir suivis dans ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme et c'est avec Regard croisé.